justement, ce livre, il a une petite part de thérapeutique. Je ne sais pas s'il a une part de thérapeutique, mais en tout cas, c'est peut-être une part de morale plus que de thérapeutique. Et en tout cas, je pense que chacun a pu vivre ça, que chacun a forcément vécu ça. Ce moment où il faut s'arracher et partir. On reste dans l'histoire et la fiction, mais ceci dit, ça parle quand même beaucoup de vous. Il y a quelques passages que j'ai lus où vous dites que vous ne vous sentez pas forcément légitime pour écrire parce que vous travaillez à la télévision et que les gens vous identifient par votre métier de présentatrice de météo. Oui, c'est vrai. Le petit garçon oui. est un peu taquin avec ça. Oui, il l'appelle la météo. Voilà. Mais ça, c'est un vocable que j'entends souvent. Hein, c'est pour ça. Ah, regarde, maman, c'est la météo. Donc je sais qu'on m'appelle comme ça. Et bon, c'est plutôt mignon, quoi. Mais c'est vrai que j'avais envie de dire ça parce que je pense que même pour les autres, pour tous les gens qui écrivent, pas seulement pour ceux qui travaillent à la télé, encore qu'il y ait beaucoup de livres de gens qui travaillent à la télé qui sortent parce qu'on a cette facilité de rencontrer des professionnels de l'édition quand on travaille à la télé, c'est sûr. C'est un avantage, c'est un bénéfice de ce métier. Mais même quand on n'a pas cet avantage et ce bénéfice, je vois bien des auteurs qui parfois sont extrêmement talentueux et qui se posent la question aussi de l'imposture et de la légitimité. Là, je le fais un petit peu légèrement comme ça, mais... Absolument, mais on sent que c'est profond, c'est une vraie question. Oui, mais je pense qu'à un moment donné, quand on écrit, quiconque on est, on se pose cette question. Ceci dit, on sent que l'écriture en vous est bien plus forte que ces questions qui pourraient être un frein. Parce que finalement, vous le faites, vous publiez. Oui. Et publier, c'est s'exposer. Donc, d'un côté, c'est peu importe ce qu'on dira. Je porte cette histoire. Oui. Pourquoi? Parce que vous y croyez fort? À quoi, l'histoire Ouais. Elle s'est déroulée sans moi, cette histoire. Elle s'est déroulée sans moi. Il y a un moment où elle se déroule sans moi. Il y a un moment où, je suis dans le train, assise, et je regarde autour de moi, quoi. J'ai plus qu'à... Et... Voilà, j'écris des livres. En tout cas, moi, je vous ai lu, ça marche bien. C'est très touchant. Ce duo de personnages, on est dans un road trip. Oui. Vous avez bien ménagé les surprises aussi. Oui. Parce qu'on ne sait pas trop où c'est que ça va nous mener. Oui. Voilà. Et la fin, tout ça, c'est joli. Oui. Est-ce que quand vous avez commencé à écrire ce livre, vous connaissiez votre dénouement? Non, mais j'avais lu un livre d'un auteur israélien qui s'appelle Zoria Shalev et qui dit dans une interview, qui a eu le prix Femina étranger il y a 2 ans, je crois, et qui dit dans une interview qu'on fait d'elle, elle a écrit un livre qui s'appelle Ce qui reste de nos vies, et elle dit qu'elle a passé son enfance à consoler sa mère qui pleurait tout le temps. C'est ce qu'elle dit dans l'interview. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. Et donc j'ai commencé à lire son livre, qui est un livre, je veux dire, je me compare du tout à elle, c'est un très grand écrivain, mais elle a écrit un livre assez dense, assez long, et ça m'a aidé à faire le pas vers cette tentative-là, parce que moi je sais bien que ma mère est à l'origine toujours de ce que j'écris, et je l'ai écrit dans d'autres livres que j'ai écrits avant, Maria del Pilar, ou même le livre que j'ai écrit avec Thomas Stern, il y a longtemps que je t'aime. Chaque fois j'ai cette référence à ma mère, sans doute je ne sais pas trop pourquoi, mais quand j'ai vu qu'elle aussi elle avait cette référence-là, d'une mère et d'une mère qui pleure, je me suis dit, il faut y aller, quoi. C'est ça qui a été le déclic, c'est cette lecture-là. On va terminer avec cette question, enfin il y en aura 2, mais par rapport au livre, c'est la dernière. Qu'est-ce que vous aimeriez que le lecteur retienne de ce bouquin? J'aimerais qu'il retienne de ce livre que ces personnages, même s'ils sont inventés, existent, d'une manière ou d'une autre. J'aimerais qu'ils soient touchés au plus profond d'eux-mêmes, comme j'ai tenté de le faire, en allant au plus profond de ce que j'imaginais de ces personnages et de cette situation. Et j'aimerais qu'ils sortent de cette lecture réconfortés. Parce que certes, les chagrins ont la vie dure, mais il y a un moment où ils laissent la place à la paix, à la joie, quoi.
à la lumière. Voilà. Catherine Laborde, vous continuez d'écrire? Oui, oui. Vous êtes déjà sur le prochain? Dans ma tête, oui. Une idée de roman ou un essai? Qu'est-ce que vous voulez faire? Plutôt un roman encore. Mais je prends des notes, je sais que ça ne sert pas à grand chose parce que les notes je les relis jamais. Mais ça me permet de construire. Oui, c'est ça. Vous faites votre chemin. Oui, c'est ça, c'est ça. Catherine Laborde, un grand merci pour cet entretien. Mais merci à vous, Christophe. Votre actualité en librairie dont on a parlé, Les Chagrins en la vie dure, c'est disponible depuis le 10 février aux éditions Flammarion. Un grand merci. Merci.